Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de réformes et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Il y a un écocide. La Turquie, le Japon, la Chine. Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Alors vous voulez qu'on donne un coup de main au changement après que le changement ait échoué? Il faut qu'on parle de tout ça, non? Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Petite Conversation, le podcast de Terra Nova Jeune. Alors numéro très spécial aujourd'hui enregistré depuis l'Assemblée nationale. Numéro spécial pourquoi? Parce qu'on va interroger un élu. Voilà, premier entretien qu'on anime avec nous. Alors je dis avec nous parce que Juba est également présent. Salut Juba. Salut Kyrian. Alors Juba, toi tu es président de Terra Nova Jeune et on interroge aujourd'hui Lou Noirclair. Lou, bonjour. Bonjour Kyrian, bonjour tout le monde. Alors Lou, tu es élu au conseil régional depuis 2021, conseil régional de la région Grand Est, co-président du groupe Écolo depuis 2022. On reviendra avec toi et sur ton parcours et ce qui vous anime à la région, et notamment les grands dossiers sur lesquels vous intervenez. Alors Lou, je voulais qu'on revienne dans un premier temps sur ce qui a motivé ton engagement en politique en fait, et d'où c'était venu, et la passion de la politique, et la volonté de t'engager dans un parcours qui semble au premier abord peu accessible. Je pense que ça vient de l'adolescence, j'avais envie de m'engager, j'avais besoin de m'engager, d'abord sur les problématiques environnementales. J'étais assez sensible à la cause animale, à la cause environnementale, pour la protection finalement d'être sensible, pour la protection de choses qui injustement sont attaquées par l'humain, par l'homme. Et je pense que c'est ça la source de mon engagement. Je l'ai trouvé ensuite à la fac, j'ai pu m'engager d'abord associativement, ensuite aussi syndicalement en tant qu'étudiant pour d'une part améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants et des étudiantes, mais aussi essayer de pousser les problématiques environnementales, parce que c'est mon premier levier d'engagement dans les universités. Les universités en France, c'est un lieu de savoir, c'est là où l'on construit l'avenir, où l'on fait des découvertes, et pour autant, c'est un lieu qui est très en retard sur la transition écologique, que ce soit sur l'isolation des bâtiments, sur tous les moyens qui sont mis en œuvre au sein de l'université pour la rendre en elle-même plus adaptée à la transition écologique, et puis aussi développer des politiques publiques pour les étudiants, par les étudiants, dans ces universités. Donc ça a été mon engagement tout au long de mes études. Et puis ensuite, quand j'ai pu terminer les études, en fait pas vraiment, parce que c'était ma dernière année, je suis revenu chez moi dans les Vosges, après être allé en Belgique, à Dijon, à Paris, pour faire mes études. Et dans les Vosges, j'ai eu l'opportunité, je me suis engagé dans un parti politique, celui pour lequel je ressentais plus d'affinité. Ça ne veut pas dire être 100% d'accord avec, parce qu'un parti politique, c'est un lieu de construction idéologique, donc c'est un lieu de débat en interne, ça faut le savoir, et c'est pour ça que les partis politiques, même s'ils n'ont pas forcément la cote, c'est extrêmement important pour la démocratie, parce que c'est le lieu où tu construis collectivement le débat. Et je me suis engagé dans le parti Europe Écologie Les Verts, qui maintenant a changé de nom et s'appelle Les Écologistes, parce que voilà, c'est un parti qui porte des valeurs humanistes, des valeurs écologistes, et je me sentais bien dans ce parti, donc j'ai pu m'y engager. Et puis en 2021, venaient les élections régionales, et donc j'ai eu l'opportunité de candidater en interne, puis ensuite être candidat, du coup, à être sélectionné en interne, puis ensuite être candidat localement dans les Vosges, là où je réside, pour porter les couleurs de l'écologie politique aux élections régionales, et donc de devenir élu, et puis ensuite porter ces sujets. La question qu'on peut se poser, c'est... t'es assez jeune, Lou, t'as 28 ans. Comment ça se passe quand on est jeune, qu'on veut porter des sujets à l'échelle politique? Donc toi, c'est à l'échelle régionale. Comment ça se passe pour être désigné candidat? C'est-à-dire, il y a un processus. Comment ça se passe? Il faut discuter avec les gens, il faut essayer de se faire bien voir. Comment ça se passe aussi, parce que toi, tu viens d'un département qui est assez particulier, qui est celui des Vosges, qui est un département qui est assez rural, et dans lequel, finalement, la gauche et les écologistes font des scores qui sont pas très élevés historiquement. Et particularité, toi, tu viens peut-être, c'est ça, de la circonscription de Philippe Séguin. Ouais, je viens de la circonscription de Philippe Séguin. C'est un département, les Vosges, tu l'as dit, c'est un département rural, plutôt de tradition de droite, conservatrice, plutôt agraire. Donc c'est un département qui était largement acquis aux Républicains. Il y a deux personnalités qui viennent, il y en a plus que deux, mais il y en a deux qui ont forgé l'histoire récente du département. C'est Christian Poncelet, qui a été président du Sénat, et qui a été président du département, et Philippe Séguin.
qui était ministre et qui a été maire de la ville d'Épinal pendant un certain temps et député. Et donc ces deux personnalités de droite, plutôt conservatrices, Philippe Séguin plutôt droite sociale, mais du coup qui ont vraiment marqué l'histoire du département et qui portent encore son héritage à l'heure actuelle, avec plutôt un électorat conservateur. Et on va peut-être y revenir aussi tout à l'heure, mais ça fait aussi partie des départements où maintenant l'extrême droite gagne du terrain, parce que quand il n'y a pas d'opposition, quand il n'y a pas de débat démocratique, quand il y a un sentiment de déclassement en ruralité, eh bien des personnes qui votaient pour leurs édiles, qui votaient pour des figures notables de la droite, maintenant se déportent vers l'extrême droite, et il y a vraiment un vote réactionnaire, mais en réaction à la politique traditionnelle dans ce genre de département. Alors je veux revenir sur ta première question, sur comment est-ce que, jeune ou moins jeune, on en vient être candidat à une élection. Ça dépend des parcours. Mais de mon côté, et pour des élections comme les élections municipales qui arrivent bientôt, ou des élections régionales en 2021 et le prochain scrutin c'est en 2028, c'est des élections de liste. Et les élections de liste, elles sont portées par des partis politiques. Tu peux être candidat sans parti politique à une élection législative. N'importe qui peut être candidat. Par contre, à une élection de liste, eh bien, il faut faire acte de candidature en interne du parti politique qui porte la liste. Et puis, il y a une sélection interne des candidats. Chaque parti a ses processus de sélection. Ça peut être des élections internes, ça peut être des personnes qui sont très implantées localement, ça peut être... voilà. Et donc, tu me demandais, est-ce qu'il faut se faire bien voir ? Je pense que forcément, si tu es détesté en interne de ton parti et détesté localement, t'es pas une personne qui est forcément bien placée pour remporter une élection, quelle qu'elle soit. Mais il y a aussi un peu de réseau, de connaissances, à avoir des dossiers, parce que c'est important. Quand tu t'engages à être élu, c'est pas une finalité être élu. Ou alors, ceux qui considèrent qu'être élu est une finalité, ils n'ont pas une bonne manière de faire de la politique, et c'est ce qui pourrit pas mal le débat public. Mais je pense qu'être élu, c'est porter des choses, avoir une vision, et donc cette vision, tu la partages avec des gens localement qui, au bout d'un moment, peuvent être intéressés pour t'avoir en tant que représentant en interne de ton parti, et puis représentant à l'extérieur, donc être élu. Et je te l'ai dit tout à l'heure, de mon côté, il y a eu une phase de sélection interne à l'échelle locale, et puis ensuite à l'échelle régionale, pour élaborer la liste et ordonnancer les candidats en vue de l'élection régionale. Alors c'est d'autant plus compliqué quand c'est des listes qui sont des listes d'union entre plusieurs partis politiques, parce que les places sont chères, parce que plus il y a de partis politiques qui la composent, tout le monde veut avoir les places les plus placées, les places les plus éligibles, et donc il y a des batailles entre les partis politiques qui font des alliances pour réussir à se répartir les places. Mais ça marche. Par exemple, dans le Grand Est, on a fait le NFP, la NUPES avant l'heure. En fait, on avait une liste de rassemblement qui réunissait Europe Écologie Les Verts, qui réunissait le Parti Socialiste, qui réunissait le Parti Communiste. Et les filles avaient décidé de ne pas venir avec nous, mais on avait quand même des membres de la France Insoumise qui étaient sur notre liste. Et donc, on a fait une grosse liste de rassemblement de la gauche, parce que dans des régions où la gauche est peut-être parfois un peu en perte de vitesse, c'est important, en fonction du mécanisme électoral, d'être unis dès le premier tour pour pouvoir passer au second tour. Ça dépend des élections. Pour l'élection régionale, c'était, nous, important dans le Grand Est. J'aurais envie d'y revenir tout à l'heure, mais le Grand Est, c'était l'une des régions qui était très menacée par l'extrême droite, par le Rassemblement national. Il y avait le Nord, le Grand Est et la région PACA. Alors tout le monde se souvient de la région PACA, du Nord, mais le Grand Est un peu moins. Mais en fait, nous, on était très menacés par l'extrême droite. Le risque était important. Et donc, c'était important qu'on se montre dans une dynamique unie dès le premier tour de rassemblement à gauche, pour aussi porter des voix qui soient fortes contre l'extrême droite. Justement, tu parles de jeu politique, tu dis que voilà, il y a des discussions entre partis politiques. Qu'est-ce que ça fait d'arriver à 24 ans, on va dire, dans cette bataille politique, et comment tu as vécu cette entrée dans le monde politique, on va dire, dans le jeu électoral ? Est-ce que ça a été simple de t'imposer, ou est-ce que voilà, tu as dû jouer des coudes aussi et faire valoir tes idées, tes engagements ? Alors, c'est jamais simple. Quand tu es jeune en politique, mais comme partout, je pense qu'être jeune dans le monde de l'entreprise ou quand tu prends des responsabilités associatives à haut niveau et quand tu es jeune, c'est compliqué. Parce que forcément, tu as un agisme, des personnes qui ont plus d'expérience, qui sont plus âgées, paraissent plus légitimes à occuper des postes. En réalité, là, on fait de la politique et c'est important que les jeunes puissent s'engager en politique, puissent être représentés. Depuis 2016, je pense qu'il y a eu quand même, depuis 2016 le bouleversement du jeu politique,
où l'on est passé d'une bipartition avec 2 partis historiques, l'UMP-LR et le Parti socialiste, où il y avait dans ces partis des dinosaures, des personnes qui occupaient l'espace depuis extrêmement longtemps et qui avaient leur légitimité, c'est pas péjoratif, à être là. Tout a explosé. Avec l'émergence de nouveaux partis, avec La République En Marche, qui a aussi apporté un vent nouveau à l'Assemblée nationale, par exemple, où il y a eu un renouvellement assez important avec l'émergence de profils plutôt jeunes. Et donc, je pense que cette période a été aussi marquée par l'acceptation plus facile de profils plus jeunes en politique. Il y a eu l'émergence de plein de jeunes qui ont pu faire leur place. Ça a été d'autant plus facile pour moi, je pense, parce que je suis dans un parti politique progressiste, qui considère la place des jeunes en politique et qui leur donne l'espace de parler, l'espace de pouvoir être élu. C'est peut-être moins facile dans des partis plus conservateurs. Donc il y a eu cet alignement de planète. Après, il y a aussi une part de chance. En politique, tu as une part de chance. Si tu es la bonne personne au bon moment et que tu as une opportunité, il faut la saisir. Donc voilà. J'avais un peu d'expérience sur les dossiers régionaux parce que dans mon parcours étudiant, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été membre d'un syndicat étudiant et j'ai représenté ce syndicat au Conseil économique, social, environnemental régional, qui est une chambre de la société civile à l'image du CESE, mais à l'échelle régionale. Et donc, on avait à traiter à ce moment-là, donc j'ai été membre pendant 3 ans de ce CESER, et on avait à traiter de l'intégralité des politiques régionales, à les analyser, à les commenter. Donc, même si c'était pas la même région, j'étais pas étudiant dans ma région d'origine, j'ai pu m'acculturer à la politique régionale et à me passionner pour les politiques publiques régionales. Parce que finalement, l'échelon régional, c'est vraiment, en France, un échelon extrêmement important sur les politiques publiques. Je pense que les gens n'en ont pas assez conscience. Et avec vraiment un éventail de compétences qui sont passionnantes. Donc, maintenant, ça fait 4 ans que tu as été élu. C'est quoi ton rôle d'élu ? En tant qu'élu, en fait, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que c'est que d'être un élu dans un conseil régional, qui plus est un élu d'opposition ? Ouais, tu l'as dit, je suis élu d'opposition. Donc déjà, ça conditionne beaucoup le rôle de l'élu. Quand tu es dans la majorité, tu as la manœuvre pour élaborer les politiques publiques en partenariat avec les services de ta collectivité. Tu élabores, tu mets en œuvre, tu penses les politiques publiques. Le rôle dans l'opposition, il est vraiment différent. Alors, il y a différentes manières de le voir aussi. Tu as des élus d'opposition qui vont préférer le bruit et la fureur, qui vont s'agiter beaucoup, qui vont essayer de faire du bruit pour être vus médiatiquement, pour essayer d'apporter la lumière sur eux et préparer les prochaines élections. Mais finalement, moi, je ne perçois pas ça comme un rôle vraiment sain. L'élu d'opposition, il a un rôle de vigilance, il a un rôle de contrôle et de l'action publique, et il a un rôle dans toutes les collectivités, et il a un rôle, je pense, d'amélioration globale de la politique publique. C'est-à-dire que tu peux, par ton contrôle, par tes propositions, par des négociations parfois, si la majorité est encline à les accepter, parce que pour négocier, il faut être 2, tu peux améliorer l'existant et améliorer ce qui est fait. Et c'est quand tu choisis, en fait, pour résumer bêtement, de l'opposition constructive. Alors c'est peut-être un petit peu moins marrant, parce que tu ne portes pas les fruits des victoires. C'est un peu ingrat, parce que tu n'es pas récompensé pour ce que tu fais. C'est souvent dans l'ombre. Les médias ne s'intéressent pas à ce que tu fais. C'est pas vraiment porteur politiquement, si on réfléchit uniquement de stratégie électorale. Mais par contre, tu améliores concrètement la vie des gens. Et moi, je le perçois comme ça, ce rôle d'élu. Je pense que c'est extrêmement important d'essayer d'être constructif et de faire le maximum. Encore une fois, je ne suis pas là pour donner des leçons. Pour négocier, il faut être 2. Et la plupart des majorités ne veulent pas rentrer dans ce jeu, sont là pour poser leur programme, et donc imposent face à l'opposition et roulent sur l'opposition littéralement. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué d'être un élu d'opposition qui propose des choses. Mais ça, c'est le fait majoritaire. C'est ce qui découle du mode de scrutin. Et comme en France, l'immense majorité de nos modes de scrutin, c'est l'élection majoritaire, où une fois que tu es élu, quand tu gagnes l'élection, t'es majo et tu fais ce que tu veux, eh bien, parfois, le rôle d'élu d'opposition, c'est vraiment être cantonné à subir pendant 5 ans, 6 ans, en fonction du mandat, et essayer de préparer la suite, ouais. en alertant. Justement, est-ce que ça t'oblige pas à avoir recours à ce que tu appelles le bruit et la fureur pour te faire entendre aussi bien dans l'hémicycle qu'auprès des électeurs qui ne sont pas forcément renseignés sur ce qui se fait au niveau régional ? Non, on n'est jamais obligé de quoi que ce soit. Moi, je pense que c'est...
Le jeu politique, là, ces dernières années, il devient de plus en plus malsain. C'est plus de la politique pour construire et pour faire des choses, c'est plutôt de la politique pour exister sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un gros rôle des réseaux sociaux là-dedans. Et c'est sûr que quand tu fais des actions, des coups d'éclat en permanence dans les hémicycles, que ce soit en collectivité territoriale ou au Parlement, ne serait-ce que pour avoir ta petite capsule vidéo, pouvoir la publier, qu'elle soit relayée massivement par un algorithme biaisé sur les plateformes numériques, c'est pas la bonne politique, ça améliore pas les choses et on court vraiment droit dans le mur en abrutissant le débat comme ça. Donc je pense que non, on est obligé de rien et que on a un devoir en tant qu'élu aussi, c'est le devoir de représenter. Il y a des électeurs qui nous font confiance pour porter des idées et donc il faut essayer de faire le maximum. Alors ça nous permet d'enchaîner assez fluidement sur des questions qui concerneront peut-être plus la participation citoyenne dans un premier temps, et ensuite la question de savoir comment est-ce que, en tant qu'élu, on fait pour rendre des comptes aux citoyens. Donc, d'autant plus à l'échelle régionale. La région, on en parlait tout à l'heure avant d'enregistrer, 75% des Français diraient qu'ils feraient plus confiance à la région qu'à l'État pour mener des politiques publiques. Néanmoins, aujourd'hui, la région souffre peut-être d'un déficit d'image où d'aucuns considèrent qu'il y a un millefeuille territorial. Donc, il y a deux questions. La première, c'est comment est-ce que, en tant qu'élu, on fait pour être crédible et être audible auprès des citoyens ? Et deuxièmement, c'est comment est-ce qu'on fait aussi pour redorer l'image des collectivités territoriales en général, dans un contexte également de coupes budgétaires, où l'État a besoin de faire des économies et où les marges de manœuvre finalement pour les collectivités territoriales sont moindres. C'est une question très compliquée. Je pense que j'ai pas en réalité la réponse. J'ai des pistes de réponse, mais j'ai pas la réponse. Parce qu'effectivement, tu l'as dit, les régions, c'est des collectivités territoriales. C'est un échelon local. Quand tu es élu les régionales, en fait, tu es élu local. Et comme d'autres collectivités, comme la mairie, par exemple, souvent on voit des enquêtes d'opinion où on remarque que les personnes sondées, les électeurs, les électrices, font que quand on leur demande parmi tous les élus, les types d'élus qui existent, à qui vous accordez le plus votre confiance, c'est le maire qui revient. L'élu auquel on fait plus confiance. Parce que c'est l'échelon le plus bas. Et en fait, on observe à peu près la même chose, tu l'as dit, pour les régions. C'est-à-dire que quand on demande aux gens est-ce que vous avez plus confiance en l'État ou en région pour mener des politiques, c'est 75% de gens qui répondent qu'ils font plus confiance à la région. Mais à côté de ça, c'est aussi l'une des élections avec les européennes où il y a le plus d'abstention. Donc en fait, c'est hyper paradoxal. Les gens se désintéressent des élections en considérant potentiellement que ça ne va pas améliorer leur quotidien. Mais pour autant, ils font quand même plus confiance à l'échelon infra qu'à l'État pour mener des politiques publiques. Et donc, nous, en tant qu'élus régionaux, on évolue dans cet écosystème-là, où finalement on est moins médiatisé que d'autres échelons, parce qu'il y a peut-être un désintérêt de la presse. Déjà, il n'y a que la presse régionale qui nous relaie. Et puis, la presse régionale, souvent, elle se désintéresse du débat politique. Elle va relayer des initiatives locales. Parfois, elle accorde un petit peu de visibilité aux séances plénières des conseils régionaux, mais ça s'arrête là. Donc, on doit communiquer par notre propre moyen. On doit aller à la rencontre des gens qui ne nous connaissent pas la plupart du temps en tant qu'élus régionaux. Je mettrai au défi là, des personnes qui écoutent ce podcast de citer les élus régionaux de leur département, par exemple. En réalité, il y a un manque de notoriété évident. On connaît son député, on connaît parfois son sénateur, on connaît le président de notre région, mais ça s'arrête là. Et donc, on évolue là-dedans. Et donc, ça n'empêche pas de faire des choses, mais par contre, effectivement, c'est compliqué de rendre des comptes et de communiquer par ses propres moyens. Il y a les réseaux sociaux qui existent, il y a les médias locaux, il y a le fait d'aller sur le terrain, au contact des gens, à la rencontre des gens, d'expliquer, d'envoyer des courriers aux maires. En fait, tu parlais du millefeuille territorial, les collectivités, elles n'ont pas de hiérarchie entre elles. Les régions, les départements, les communautés de communes, les communes, elles ont toutes des compétences spécifiques, parfois qui se recoupent un petit peu, mais il n'y a pas de hiérarchie. L'une ne peut pas imposer sa règle à l'autre. Et donc, la région vient subventionner certaines
certaines politiques municipales, par exemple. Quand c'est comme ça, on va au contact des élus municipaux, au contact des maires. On leur demande s'ils sont satisfaits ou non des politiques régionales et on essaye d'améliorer les choses en tant qu'élu d'opposition. Je veux beaucoup au contact d'associations aussi pour échanger. Les associations, on parlait des partis politiques, mais les associations, elles ont beaucoup de mal en ce moment. Elles ont beaucoup de mal, que ce soit en termes de recrutement, de militants, de financement, de pouvoir mener des actions. Eh bien, c'est le rôle des régions de les aider aussi. On pourra revenir peut-être tout à l'heure sur les compétences de la région, mais c'est le rôle d'aider les associations. Donc c'est comme ça qu'on se fait connaître, c'est comme ça qu'on médiatise notre action, et c'est comme ça qu'on essaye de vulgariser, de démocratiser le rôle des collectivités territoriales dans l'action publique. Et pour revenir sur le rôle d'élu, donc il faut avoir en tête que le mode de scrutin au régional est assez particulier dans la mesure où il y a des listes par département. Peut-être que tu peux revenir là-dessus, et du coup, une fois que tu auras expliqué comment ça se passe pour l'élection, est-ce que tu pourrais nous expliquer, toi, ton rôle d'élu vis-à-vis des associations, en fait, et vis-à-vis des citoyens? En fait, toi, est-ce que tu vas représenter et tu vas aller au contact de l'ensemble des habitants, l'ensemble des associations du Grand Est, ou est-ce que tu vas plutôt te spécialiser dans les Vosges et en particulier Épinal, Remiremont, enfin l'ensemble des villes qui existent dans les Vosges? Et donc, est-ce que tu établis des relations, par exemple, avec d'autres associations qui ne sont pas dans les Vosges, ou est-ce que tu te focalises vraiment uniquement sur les Vosges? je vais tenter d'expliquer parce que c'est peut-être les élections les plus compliquées, mais c'est des élections proportionnelles. Donc, chaque liste obtient un nombre de sièges en fonction du score que cette liste fait au second tour, avec une prime majoritaire. La liste qui arrive en tête a automatiquement, je ne sais plus exactement la prime, je crois que c'est 25 ou 30% du nombre de sièges, et donc le reste est réparti dans les listes qui arrivent ensuite. Il y a un seuil entre le premier et le second tour. Il faut faire 10% au premier tour pour être retenu au second tour. Si tu fais entre 5 et 10%, tu peux fusionner avec une autre liste. Voilà, donc ça c'est pour le principe de base. Maintenant, comment sont composées les listes ? Les listes, tu disais que les listes elles sont départementales. En réalité, c'est pas exactement ça. Les listes sont régionales et le score est calculé à l'échelle de la région. Mais chaque liste est composée de sections départementales. Ce qui fait qu'en fait, l'ordonnancement se fait par département. Il y a une tête de liste dans chaque département, avec des personnes qui suivent, mais il n'y a pas d'ordonnancement entre les départements. Tu peux être tête de liste régionale sans être tête de liste d'un département. Tu peux être 5e sur la liste de ton département, par exemple. Et donc, le score est calculé au prorata du score que la liste fait dans chaque département, la répartition des sièges. Ce qui assure une représentativité de chaque département dans le conseil régional. Voilà, je ne sais pas si j'étais très clair, mais le calcul est un peu compliqué, mais au moins ça assure une représentativité. Je pense que la voie d'amélioration, il y a eu beaucoup de pistes de réforme des collectivités territoriales du département. Sarkozy voulait supprimer les départements, Hollande a changé la taille, a fait fusionner les régions notamment, mais a introduit d'autres choses aussi avec la loi Notré. Et en fait, pour moi, la piste la plus saine d'amélioration, c'est de baisser la prime majoritaire au second tour pour permettre une meilleure représentativité de chaque liste. Peut-être aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité absolue évidente comme ça et que les élus ensuite soient obligés de discuter entre eux, de faire des compromis pour améliorer l'action publique. Comment ça a été perçu dans la région, le passage à la nouvelle région Grand Est? Est-ce que ça a été bien accepté par les géants? Est-ce qu'ils sont faits aussi, ou est-ce que c'est quelque chose qui a un petit peu perdu l'électorat de manière générale? C'est assez compliqué à dire. Il y a vraiment eu de toutes les réactions. C'est des choses qui ont été plus marquées dans les régions où il y avait plus d'identité régionale. Dans le Grand Est, c'est surtout l'Alsace qui a eu, parce que le Grand Est est composé de 3 anciennes régions, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Et du côté alsacien, qui est une région avec une identité très forte, comme peut l'être la Corse, comme peut l'être la Bretagne, il y avait un désir assez important de ne pas fusionner, de rester. Voilà, il y avait des histoires dessous derrière aussi, parce que l'Alsace est plus riche historiquement que la Lorraine et que la Champagne-Ardenne. Donc il y a eu vraiment une difficulté d'acceptation, peut-être. Maintenant, c'est fait. Moi, j'étais pas forcément pour à l'époque. Maintenant, c'est fait. On va pas revenir en arrière. Il y a eu de la fusion d'énormément d'administrations. Et je pense que les forces politiques qui, partout en France, demandent le détricotage de la loi Notré, s'appuient en fait sur un truc populiste, renvoie à des choses rances d'identité régionale qui s'appuient
pas vraiment sur de vraies bases saines, parce que finalement, pourquoi est-ce que tu veux que ta région quitte l'autre région? Pourquoi tu supportes pas de composer une même assemblée avec ton voisin? Enfin, je veux dire, ça rime pas à grand-chose. Je pense qu'il faut y voir de la logique territoriale, et que quand tu as une fusion de moyens, parfois ça peut être intéressant. Alors, il y a des régions qui le font plus ou moins que d'autres. Dans le Grand Est, la région s'est assurée d'avoir une représentation territoriale par des espèces d'administrations décentralisées, en fait, des maisons de région qui sont dans les principaux pôles urbains de tous les départements, ce qui fait que les associations, on en parlait tout à l'heure, par exemple du contact avec les associations. Juba, tu me demandais comment est-ce qu'on fait pour garder le contact. Typiquement, les associations, elles ont un guichet unique pour rentrer à la région, enfin pour demander des subventions à la région, dans chacune des villes de la région. Donc, c'est une région où il y a 9 départements, on est à peu près 160 élus régionaux, chacun dans des départements différents. Et donc, voilà, sur l'aspect idéologique, moi je trouve vraiment que ces agitations de la peur, de dire les régions sont trop grandes, il y a un millefeuille territorial, on n'y arrive pas, ça coûte trop de fric, tout ça c'est de la démagogie. En réalité, ça se passe plutôt bien et on peut améliorer les choses. Sur le contact, je reviens sur ta question précédente, avec les associations. Donc on a ces maisons de région localement. Les associations, elles dépendent beaucoup de la région, parce que la région a une compétence de développement territorial, que ça soit sur l'entreprise, enfin auprès des entreprises, mais aussi auprès des associations. Et donc entreprises comme associations dépendent de la région pour des subventions. Et donc en tant qu'élus de la majorité ou de l'opposition, les élus de la majorité essayent d'instruire les dossiers, pousser les dossiers, et dans l'opposition, on contrôle que tout soit bien fait, qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation. On essaye quand même d'améliorer les choses pour des associations, par exemple, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que cette année elles n'ont pas de subvention alors que l'année d'avant elles en avaient. Est-ce que les critères ont changé? Si oui, pourquoi? Donc après, derrière, c'est un travail. On essaie de comprendre. On peut pousser des choses en séance. On peut pousser des amendements pour améliorer certains appels à projets, etc., etc. Merci pour tous ces éléments. On va peut-être se focaliser sur la question des compétences de la région, des régions en général, puis ensuite ce serait bien peut-être qu'on revienne sur des sujets un peu en particulier pour essayer de comprendre toi, ton positionnement sur ces sujets, notamment à l'échelle régionale, mais également en fait le positionnement du groupe écologiste. Comme ça, ça donne un peu aussi de la matière sur une application des principes que tu auras expliqués avant sur les compétences de la région. Comme ça, tu pourras nous donner des exemples concrets. Je vous disais tout à l'heure que les compétences des régions, elles sont extrêmement intéressantes. C'est peut-être l'échelon territorial le plus intéressant, parce qu'en fait, les régions gèrent les transports, sont autorités organisatrices des transports. Donc les trains régionaux, les TER, les cars interurbains, tout ça, c'est financé et géré par la région. Elle est propriétaire des bâtiments des lycées. Elle ne gère pas le programme, ça c'est l'État, c'est le ministère de l'Éducation, mais elle gère tout l'immobilier des lycées, les cantines scolaires des lycées, etc. C'est les régions qui les financent. Elle a un rôle majeur dans le développement territorial, donc développement économique auprès des acteurs économiques, des entreprises, mais aussi développement social avec les associations. Elle a un rôle aussi, elle distribue une partie de la PAC. Donc elle a un rôle auprès des agriculteurs, elle a un rôle assez fort dans l'agriculture. Et puis elle peut se donner aussi des compétences annexes, donc il y a beaucoup d'associations qui vont avoir un programme de soutien à la santé, un programme de soutien à la culture. Et donc c'est vraiment un panel de politiques publiques qui sont extrêmement intéressantes et qui changent le quotidien des gens. Ça, je veux vraiment insister, parce que, encore une fois, quand on regarde les enquêtes d'opinion et qu'on essaye d'identifier la première cause d'abstentionnisme aux élections régionales, c'est parce que les gens n'ont pas l'impression que ça va changer leur quotidien. Mais oui, mais en fait, aller d'une ville à l'autre en TER, avoir des enfants dans un lycée et être engagé associativement, en fait, ça c'est le quotidien de millions de personnes. Et ces personnes-là donc dépendent des politiques régionales. Donc on voulait revenir avec toi ensuite sur plusieurs projets spécifiques à la région Grand Est. Par exemple, c'est quoi vos projets chez vous? Tu parlais des transports, donc ça dépend de la politique énergétique, pour accélérer la transition énergétique dans la région. Alors la politique énergétique, justement, c'est pas une compétence régionale. Mais la région peut quand même l'accompagner. Dans le Grand Est, on est une région qui est réputée pour être plutôt décarbonée, parce que y a eu un choix politique de développer assez massivement la méthanisation. En fait, c'est une politique agricole qui devient une politique énergétique. La subvention de centrales de méthanisation, donc des agriculteurs qui vont utiliser leurs déchets agricoles pour mettre dans des centrales de méthanisation, faire fermenter ça et produire du gaz derrière, donc de l'énergie.
la région finance. Nous, on a une vision assez critique là-dessus, parce que souvent, ça va être la concentration d'énormes centrales de méthanisation qui vont chercher des déchets agricoles à l'autre bout de la région, voire à l'étranger, et parfois pas que des déchets agricoles. On constate aussi un peu un biais de ce truc-là, un glissement où des agriculteurs vont planter des plantes à fort pouvoir de méthanisation pour les mettre directement dans la centrale de méthanisation. Donc en gros, ne cultivent plus pour nourrir les gens, mais cultivent pour produire de l'énergie. Donc c'est quand même une autre vision de l'agriculture. Donc voilà, nous on porte des choses beaucoup plus décentralisées, proches des petites centrales coopératives. Et donc voilà, tu me parlais de la politique énergétique par exemple. Ça contribue aussi à la transition énergétique et sociale de la région, et ça contribue à la politique agricole de la région. Peut-être concernant le sujet de la mobilité, la région a des compétences en matière de transport. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que toute personne qui ait besoin par exemple d'un train, d'un TER, puisse y avoir accès ? Comment est-ce que vous, en tant que groupe, vous portez peut-être une politique de réinvestissement dans le rail ? Oui, alors tu me fais bien de parler des transports. Parce qu'en fait, le transport, c'est souvent, pour la majorité des régions, et c'est le cas pour le Grand Est, le premier poste de dépense de la région, le premier poste budgétaire. Dans le Grand Est, on a un budget de 4 milliards d'euros par an, à peu près, investissement, fonctionnement, tout confondu. Les transports, c'est 1,3, 1,4 milliards. Donc quasiment un tiers du budget de la région, c'est destiné aux mobilités. Ça coûte extrêmement cher, le train. Le Grand Est, c'est la première région de France, hors Île-de-France, parce que c'est trop facile. Donc en fait, c'est la deuxième région de France en termes de nombre de trains par jour. Il y a 2000 trains qui circulent sur le territoire de la région tous les jours. Ces 2000 trains, il faut les faire rouler. Il faut entretenir les voies ferrées. Et ça demande un investissement et des frais de fonctionnement considérable, mais en même temps, ça permet la mobilité transfrontalière. Dans le Grand Est, on a beaucoup de gens qui vont travailler au Luxembourg, par exemple, donc qui habitent Metz, qui habitent en Meurthe-et-Moselle, qui veulent aller au Luxembourg tous les jours pour travailler. Il faut assurer ces flux de personnes. On a la métropole de Strasbourg, qui concentre aussi énormément d'habitants et qui circule, notamment avec des liaisons vers l'Allemagne. Et on a des territoires ruraux déclassés, délaissés, où les services publics, petit à petit, ont disparu. Les premiers d'entre eux, les transports. Toute la deuxième partie du XXe siècle, on a fermé des voies ferrées parce que ça coûtait trop cher à l'entretien. Et c'est les ruralités qui ont payé le prix de ces fermetures, avec des voies qui ont été arrachées, qui ont disparu du jour au lendemain, avec des gares qui ont fermé. Parfois, quand tu vis dans une petite ville de 2-3 000 habitants et qu'au centre de ta ville, il y a une gare et que du jour au lendemain, elle est murée et qu'il n'y a plus de train, eh bien, tu le vis extrêmement difficilement. Et ça, eh bien, c'est la région qui doit gérer ça. Donc, dans le Grand Est, il y a eu une politique, et nous, on pousse vraiment cette politique de réouverture de petites lignes, d'investissement massif dans le train, parce que le train, c'est vraiment le croisement des enjeux environnementaux, bien sûr, parce que c'est une mobilité décarbonée, mais sociaux, parce que tu désenclaves des bassins de vie, économiques, parce que tu permets un développement économique des zones où tu fais circuler les trains, et puis il y a les enjeux aussi derrière du dernier kilomètre. Comment est-ce que tu fais pour relier les maisons individuelles des gens ou les immeubles et la gare. En zone urbaine, c'est des transports en commun, mais en ruralité, il faut prendre sa voiture, donc il faut penser à plein de choses aussi, développement de zones d'intermodalité, etc. Et donc, ça, c'est la politique de la région. Et donc nous, bien sûr, en tant que groupe écolo à la région, eh bien, on va pousser cette politique. On est pour la réouverture de lignes. Tu parlais de Gérardmer. Gérardmer, c'est une ville qui a un petit peu de notoriété parce qu'il y a un super lac et on est en plein cœur du massif des Vosges. C'est la station de ski la plus proche de Paris. Donc du coup, c'est aussi une destination de départ en vacances. C'est une station de ski qui va sans doute fermer parce qu'il y a de moins en moins de neige, conséquence du dérèglement climatique. Et donc ça, c'est aussi des enjeux régionaux, le tourisme. Mais donc, la gare a fermé, l'empiètement ferroviaire a été déclassé. Et donc, il faut gérer ça. Moi, je pousse vraiment avec des associations locales d'usagers pour que ça soit réouvert un jour. Ça coûte à peu près 60 millions d'euros. Le conseil régional, à ce stade, ne veut pas, parce que ça demanderait beaucoup trop d'énergie à investir. Mais voilà, il y a des solutions. Maintenant, on est dans un monde aussi, une économie européenne où du chemin de fer a été libéralisé, où il y a une mise en concurrence des différents opérateurs ferroviaires. Et ça, pour gérer le service public, ça peut être un atout si c'est bien utilisé. Parce que dans les régions, le ferroviaire est un service public. Il est piloté par la région
est délégué à des opérateurs. C'est une délégation de service public, mais ça reste un service public. C'est pas comme le TGV. Qui est géré par la SNCF, qui est fait pour faire du profit, et si une ligne n'est pas rentable, il la ferme. Les lignes à l'échelle de la région, elles ne sont pas rentables, elles sont massivement subventionnées. Je crois que le coût du billet, c'est de l'ordre de 40% du coût réel. L'utilisateur ne paye que 40% et tout le reste, c'est de la subvention. Et c'est pareil, le coût du billet, c'est un enjeu. Auprès de la jeunesse, par exemple, moi je milite pour que les billets soient vraiment à moindre coût, qu'il y ait des passes pour les vacances, que l'on peut imaginer une gratuité aussi dans certains cas. Tout ça, ça coûte de l'argent. Mais la question, c'est est-ce que c'est à l'utilisateur de payer ou est-ce que c'est à la collectivité ? Parfois, quand une politique publique a des bienfaits extrêmement importants pour tout un bassin de vie, c'est normal que ce soit la collectivité qui paye. Et donc, c'est normal d'avoir de la gratuité, d'avoir des solutions de facilité. Voilà un peu ce qu'on porte à la région pour le ferroviaire. On voulait revenir sur un de tes grands combats dans lequel tu t'es engagé personnellement. Tu as intervenu en 2022 sur la disparition du grand tétra dans les Vosges. Ouais, alors il va falloir que Ouais, est-ce que tu peux revenir pour nous sur ce que c'est et pourquoi c'est important de le défendre ? Le massif des Vosges, je revenais tout à l'heure dessus, c'est une zone touristique assez importante parce que c'est le massif de montagne le plus proche de Paris notamment, et c'est aussi une zone, c'est une zone qui est assez prisée. Historiquement, les gens venaient l'hiver pour le ski, maintenant il y a de moins en moins de neige, donc il y a du tourisme tout le temps, et il y a du tourisme de masse. Par exemple, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la pression touristique a fait que la ville a été obligée de puiser l'eau il y a 2 ans dans le lac de Gérardmer, qui est une potabilité incertaine quand même, parce que toutes les sources étaient taries, parce qu'il y a une pression touristique, il y a trop de personnes au mètre carré. La petite anecdote, c'est que en fait, quand les Allemands sont partis à la Libération, ils ont laissé tous leurs obus avec parfois des produits à l'intérieur, du gaz moutarde, des trucs hyper toxiques dans le fond du lac. Alors il y a eu des grosses opérations pour enlever les obus, mais voilà, le lac est quand même un peu pollué. Donc pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, qui était une période de crise, on a été obligé d'aller chercher de l'eau dans le lac pour nourrir, pour faire boire la population, parce que les sources étaient taries, parce qu'il y a trop de monde. Et donc, là je donne l'impact humain, mais il y a aussi l'impact sur la biodiversité. Et le grand tétra, c'est un animal assez rigolo, en fait, c'est un espèce de gros dindon sauvage, mais c'est un animal emblématique parce qu'il disparaît, en fait, il n'existe plus là, à l'heure actuelle dans le massif, parce qu'il est extrêmement fragile et que c'est la pression humaine sur le milieu qui l'a fait disparaître. Et donc, pourquoi est-ce que je me suis particulièrement investi sur cette espèce-là ? C'est parce que c'est une espèce emblématique, mais surtout qui est une espèce clé de voûte. Si elle disparaît, il y a des tas d'autres espèces qui vont disparaître derrière. Et donc, c'est important de prendre conscience d'une nécessité de sa protection. Je l'ai dit, ça va disparaître. C'est une espèce qui, là, globalement, il n'y en a plus dans le massif. Il y a des opérations de réintroduction extrêmement mal ficelées, à grand renfort d'argent public, pour essayer de mener par les chasseurs, pour essayer de le réintroduire. Ça marche pas, là, encore là. Il y a eu un article assez récemment pour dire que sur les 10 tétras qui ont été importés de Pologne, il y en a 7 qui sont morts, déjà. Donc, voilà, en fait, on essaye de combler la plaie avec des micro-pansements, et ça marche pas, alors qu'en fait, il faut une protection du milieu, et c'est aussi ce pourquoi on se bat. C'est une protection générale de l'environnement. Il faut réorienter les flux touristiques, il faut sanctuariser des espaces naturels, il faut laisser la biodiversité tranquille quand elle a besoin de respirer, et après on peut penser des opérations de réintroduction. Donc voilà, derrière cet exemple très précis du grand tétra, on peut voir qu'il y a une politique globale de la gestion de la biodiversité et de sa protection qui peut être mise en place. D'accord, merci pour ces éclaircissements. Peut-être qu'on pourrait terminer nos échanges sur un dernier sujet. Tu disais tout à l'heure, et tu as un peu touché du doigt ce sujet-là, que la région avait, parmi ses compétences, le rôle de distribuer la PAC. Est-ce que tu pourrais peut-être développer sur toi, quelle est ta vision de l'agriculture, quels sont les modèles agricoles à développer, et comment est-ce que dans ta région, notamment également dans ton département, dans les Vosges, tu agis pour que ce modèle soit mis en place et se développe ?
Ouais, alors le Grand Est, j'ai dit tout à l'heure, peut-être plusieurs fois, particulièrement les Vosges, c'est une région rurale. C'est 80% du territoire qui est situé en ruralité, 50% des habitants qui vivent dans ces zones de campagne, et donc forcément avec une forte présence de l'agriculture. Ça fait encore partie intégrante de l'économie dans notre région. Donc la région distribue, alors elle distribue pas la PAC, elle distribue en réalité une partie d'un volet de la PAC, mais bon, elle a quand même un rôle assez important, et elle gère aussi les critères d'obtention d'aide aux jeunes agriculteurs. Et donc c'est hyper important parce que quand tu aides des jeunes agriculteurs, t'orientes l'avenir de ta politique agricole. Donc si tu choisis d'aider un petit peu plus, de favoriser l'installation d'agriculteurs en bio par exemple, bah, tu vas favoriser l'agriculture qui soit respectueuse des sols, respectueuse de l'environnement, respectueuse de la santé humaine, de la santé des agriculteurs, parce qu'une agriculture sans pesticides, c'est avant tout une agriculture qui respecte la santé des agriculteurs, leur économie aussi. Et donc moi je porte bien sûr ce modèle, revenir à peut-être des fermes, quitter cette espèce de modèle d'exploitation agricole intensive, mais revenir à des fermes paysannes, des circuits courts, privilégier le bio, le sans pesticides quand on peut, et ça c'est vraiment le rôle de la région pour privilégier l'emploi, parce que des fermes excessivement grandes, avec très industrialisées, très mécanisées, c'est des fermes qui ne produisent pas d'emploi, qui produisent que du malheur d'agriculteurs. On le voit, agriculteur, c'est une des professions où il y a aussi le plus de suicides liés aux conditions de travail. Et donc, voilà, être humaniste, être écologiste et porter une politique agricole, c'est revenir à des fermes plus petites qui prennent soin de la terre, qui prennent soin des animaux, qui prennent soin des paysans et, in fine, qui prennent soin des consommateurs aussi. Voilà, donc c'est social, environnemental et économique. Là, on arrive vers la fin de cet entretien. Peut-être que pour conclure, tu pourrais nous dire la manière dont tu imagines le futur de ta région à 10 ans, 20 ans. La manière dont je l'imagine, c'est pas très optimiste, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une des régions où l'extrême droite fait un très bon score. Et donc, objectivement, c'est l'une des régions qui peut être gagnée par le Rassemblement national aux prochaines élections régionales. Du coup, la question c'est quels sont les moyens d'action à l'échelle nationale, mais également régionale, pour éviter que l'extrême droite n'accède au pouvoir dans ta région. C'est éviter que l'extrême droite accède au pouvoir, mais éviter aussi qu'elle mette en place son programme, parce qu'on voit de quoi ils sont capables dans les régions, dans les collectivités territoriales. C'est la suppression d'aide à de nombreuses associations pour des critères politiques, la suppression d'aide à la culture, des politiques, par exemple, de toutes les compétences régionales. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué ce que je n'ai pas dit, je n'ai pas parlé de la sécurité, par exemple. Les régions n'ont pas de compétences sur la sécurité. Eh bien, comme c'est un des thématiques de campagne phare de Marine Le Pen et du Rassemblement national, tous les élus du Rassemblement national ne passent leur temps à nous parler de caméras de surveillance, de policiers, alors que c'est pas la compétence régionale. Il faut aussi savoir respecter, dans l'organisation du système français, les compétences. Donc, ils font n'importe quoi quand ils font des trucs et ça me fait extrêmement peur pour l'avenir. Donc comment est-ce qu'on lutte contre ça ? Je pense que c'est en créant du lien, parce que c'est l'exclusion, c'est le sentiment de déclassement dans les territoires ruraux qui font monter le Rassemblement national, la peur de l'autre. Donc en créant du lien, en faisant confiance aux associations. Je reviens beaucoup sur cette question-là des associations, mais c'est elles qui font vivre les territoires, quoi. Donc il faut leur faire confiance, il faut leur donner la possibilité de mener les actions qu'elles veulent mener. Il faut investir beaucoup dans l'éducation, dans la culture, et il faut vraiment essayer d'appeler à la raison, d'expliquer, de montrer les faces extrêmement négatives de l'extrême droite dans les régions. Et donc moi, quand je vais sur le terrain, j'explique aux gens, je leur montre en quoi c'est pas sain, en quoi il faut pas s'orienter vers ces idées-là, ce parti-là, et on essaie de faire notre possible. Je pense que c'est aussi, on parlait tout à l'heure d'exemplarité, je pense que c'est aussi au rôle des élus de se montrer exemplaires, de montrer en quoi leur travail est important, de ne pas faire n'importe quoi. Je pense aussi à nos députés. Il faut pas sombrer trop facilement dans la politique spectacle et faire vraiment du concret, répondre aux attentes des gens, et peut-être qu'on pourra éviter le pire comme ça. En tout cas, moi je l'espère et je me bats au quotidien pour ça dans la région. Merci beaucoup Lo. On va conclure sur cette note combative et quant à nous, on va vous donner rendez-vous pour un prochain numéro de La Petite Conversation. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram et LinkedIn, et on vous dit à la prochaine. Et merci à vous pour l'invitation et à bientôt.